à tous, je m'appelle Abdoulaye Sako et je réalise actuellement une thèse à Sorbonne Université sous la direction d'Erwan Scornet, que vous connaissez déjà. Alors, pour commencer, mon sujet de thèse, c'est explicabilité et contrôle des modèles à base d'arbres pour le scoring. Un mot du champ lexical de la nature a peut-être pu vous interpeller, mais ne vous en faites pas, il ne s'agira pas ici de parler d'écologie ou bien d'empreinte carbone. Présenter sa thèse en 180 secondes n'est pas un exercice aisé, donc afin de me faciliter la tâche, je vais diviser mes propos en deux parties et tâcher de rester assez succinct. Pour commencer, qu'est-ce que le scoring ? Alors, pour résumer, il s'agit de détecter l'appétence d'un utilisateur à faire une action donnée. Une illustration du scoring peut être trouvée dans le milieu bancaire à travers la lutte contre la fraude, où l'objectif est de détecter les fraudeurs et, si nécessaire, de les déclarer à une autorité compétente. C'est aussi un sujet d'intérêt pour la Société Générale, avec qui nous avons un partenariat pour cette thèse, et je les remercie. Il faut savoir que les différents types de lutte contre la fraude sont des activités régulées. Donc l'existant est déjà très performant, les choses sont bien faites, mais à cause de contraintes imposées par le régulateur, il faut une meilleure explicabilité pour activer plus de poches d'IA dans ce domaine. Et c'est là, avec Erwan, qu'on entre en scène, puisque nous allons essayer d'étudier des approches novatrices sur l'explicabilité et le contrôle au niveau algorithmique. Avec des termes plus précis, le scoring se définit comme un cadre de qualification binaire très souvent associé à un fort déséquilibre entre les classes. Et c'est la classe que l'on cherche à détecter dans le besoin business qui est le plus souvent minoritaire. Pour reprendre l'exemple de détection de fraude, il existe très peu de fraudeurs parmi les clients de la banque, et heureusement pour la banque, pour une majorité d'utilisateurs honnêtes. L'état de l'art, c'est d'appliquer une stratégie pour équilibrer les données si besoin et d'utiliser un modèle à base d'arbres derrière. Maintenant que nous avons vu un peu le cadre général, revenons un peu au modèle. Alors, un arbre de décision est un modèle simple qui se résume en une succession de choix binaires selon une variable explicative et un seuil qui varie avec chaque nœud. Un ensemble d'arbres forme le plus souvent un modèle plus performant, mais on y perd en explicabilité. L'explicabilité avec le contrôle des modèles, je pense que vous l'avez compris, sont les deux concepts clés sur lesquels se joue toute la thèse. La première difficulté est de réussir à définir ces deux termes, mais avec le peu de secondes qui me restent, je vais devoir vous inviter à venir me voir lors de la session poster. Toutefois, il est possible d'appréhender quelle est l'explicabilité et le contrôle que l'on cherche à atteindre à travers les axes de recherche. Donc, concernant l'explicabilité, en fait, ce qu'on aimerait bien faire avec Erwan, c'est continuer ses travaux sur les mean decrease impurity, mean decrease accuracy et les sharp values, et potentiellement aussi étudier l'impact des stratégies de rééquilibrage sur ces indicateurs. Sur la partie contrôle, dans un premier temps, ce qu'on aimerait faire, c'est un modèle à base d'arbres qui serait à la fois capable en input de prendre des données, mais aussi des règles en dur afin de conserver l'expertise métier. Toujours sur le contrôle, une autre chose qu'on aimerait bien faire, ce serait de produire un modèle à base d'arbres qui serait débiaisé par rapport à une variable sensible dès le training. Tout l'enjeu de la thèse est d'améliorer l'adaptabilité des modèles à base d'arbres pour le scoring dans le milieu industriel en éliminant les freins d'adoption au niveau algorithmique. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à me voir pour la session poster. Je laisse maintenant la place à ma camarade Lara Abdelalim. Bonsoir à tous, je me présente, Lara Abdelalim, psychologue du travail de formation et actuellement en thèse en sciences de gestion sur un sujet d'actualité omniprésent dans le discours actuel, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ou l'IA suscite des visions parfois extrêmes. C'est comme une star de cinéma, au rôle varié selon les histoires qu'elle incarne. D'un part, elle est perçue comme un super méchant souhaitant détruire le monde et les emplois, et d'un autre côté, elle peut être perçue comme un super-héros souhaitant apporter son aide aux gens et également réalisant des tâches extraordinaires. Malgré les représentations sociales polymorphes qui entourent l'IA, les entreprises de nos jours restent enthousiastes à l'idée de son adoption. En effet, l'adoption de l'IA a connu une croissance impressionnante, presque doublante depuis 2017, passant de 20 à 50%. Cependant, il y a toujours une mise en garde. Les projets d'IA échouent encore trop souvent dans les entreprises et engendrant des conséquences potentiellement lourdes. Et donc l'IA, malgré son potentiel, elle est devenue le bouc émissaire moderne et injustement critiquée. En tant que psychologue du travail et thésard en sciences de gestion et donc spécialisée dans les interactions humaines et dans les dynamiques organisationnelles, je peux souligner que l'adoption de l'IA est une problématique systémique. C'est-à-dire, la complexité de ce défi ne réside pas tant dans les caractéristiques intrinsèques de l'IA que dans la maturité du contexte organisationnel qui doit l'accueillir.
Plus précisément, les résistances liées à l'IA ne proviennent pas seulement des attributs techniques de cette technologie, mais également des structures, des processus et des attitudes de l'environnement organisationnel. Malheureusement, la recherche sur l'adoption de l'IA reste à ses débuts, et notamment en France, contribuant à des orientations très limitées pour les entreprises. En ce qui concerne les modèles théoriques, la plupart des modèles théoriques actuels sur l'adoption de la technologie ne sont pas pleinement adaptés aux caractéristiques de l'IA et aux attitudes qu'elle génère. Et en ce qui concerne les limitations méthodologiques, la plupart des recherches se concentrent sur une seule approche, qu'elle soit quantitative ou qualitative, et peu d'entre elles sont menées sur le long terme. Et c'est là que j'interviens pour apporter une approche holistique et longitudinale sur 3 ans, en commençant par le terrain de l'entreprise Orange pour affiner le modèle d'adoption de l'IA et l'adapter au contexte organisationnel français en intégrant des dimensions à la fois individuelles et organisationnelles. Restez connectés avec moi pendant ces 3 ans car j'ai hâte de partager davantage sur les facteurs clés d'adoption de l'IA et n'hésitez pas à me poser des questions en direct pendant la session de poster. Merci à tous. Bonsoir à tous. Moi, je travaille sur l'optimisation des assortiments des supermarchés au laboratoire mix de Centrale Supélec, donc encadré par Vincent Mousseau et aussi avec Antoine Désir et Ali Awad. Et donc, la question que nous nous posons, c'est comment aider les retailers à mieux répondre aux attentes de leurs clients, à mieux répondre à leurs enjeux business à travers le choix des produits qu'on va mettre en rayon. Donc, il s'agit de choisir quelques centaines, quelques milliers de produits parmi les centaines de milliers qui peuvent être référencés chez les fournisseurs. Et là où ça peut devenir complexe, c'est qu'on va déjà avoir une grande variété des produits. Il peut y avoir de l'alimentaire avec des dates de péremption qui vont aussi être très différentes. On peut avoir de l'électronique, du vestimentaire dans les grandes surfaces. Et tout ça, c'est des contraintes très différentes qu'il faut prendre en compte. Et par-dessus tout ça, on va aussi avoir une clientèle qui est extrêmement différente et des points de vente qui faut aussi prendre en compte. On ne va pas du tout vouloir vendre la même chose dans une petite supérette dans un centre-ville et dans un grand supermarché qui serait par exemple au bord de la mer. Et donc, on a identifié 2 axes de recherche principaux pour aider à rendre nos algos de proposition d'assortiment plus faciles à comprendre et à utiliser. Le premier axe de recherche, c'est donc de travailler sur les interactions entre les produits, arriver à mettre en avant des phénomènes de cannibalisation, des phénomènes de complémentarité, où on va se dire que quelqu'un qui veut faire sa pizza le soir, il faut absolument qu'il puisse trouver et de la pâte à pizza, et de la sauce tomate, et de la mozzarella, et puis dans une moindre mesure, pourquoi pas des champignons et de l'origan. Et si c'est des interactions qui sont assez faciles à formaliser et à comprendre, c'est beaucoup plus complexe à automatiser et surtout à utiliser dans des modèles, notamment à cause du nombre de produits à prendre en compte. Et donc là-dessus, on va beaucoup compter sur les réseaux de neurones, notamment les modèles comme les Transformers, qui sont particulièrement performants dans le traitement du langage automatique pour justement comprendre des interactions entre des mots. Et le problème souvent, c'est que ces modèles vont nécessiter beaucoup de données. Et j'ai la chance, pendant ma thèse, de pouvoir travailler sur un dataset qui nous est fourni par Fortenova, un retailer d'Europe de l'Est. Et dedans, on a des milliards de transactions. Et c'est cette matière brute qui est extrêmement valuable, qui va nous permettre de travailler sur tous ces modèles. Le deuxième axe de recherche sur lequel je vais travailler, c'est sur la segmentation de la clientèle. Donc, arriver à créer des clusters de clients et sur chacun de ces clusters, exprimer des fonctions de préférence qui vont expliquer comment le choix des clients se fait dans un magasin. Et là-dessus, on part sur des méthodes de recherche opérationnelle où on va exprimer mathématiquement notre modèle. Et ça va avoir le gros avantage d'avoir une transparence by design de ces modèles où justement, comme on l'exprime nous-mêmes, on sait exactement comment il va se comporter. Et là où on va essayer d'apporter de la nouveauté, c'est justement de travailler sur cette segmentation et cet apprentissage de préférence avec un seul modèle, là où visuellement c'est plutôt fait en 2 étapes, avec d'abord le clustering puis l'apprentissage. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer me voir pendant la session poster. Bonsoir, je m'appelle Véronica et je fais une thèse sur le sujet du biais de fairness dans les modèles de computer vision avec l'Institut de mathématiques de Toulouse. Aujourd'hui, avec l'utilisation généralisée de l'IA, la question du biais et du fairness de ces modèles se pose de plus en plus. En effet, on sait que ces modèles peuvent reproduire et même amplifier des discriminations qui sont présentes déjà dans les jeux de données d'apprentissage. Et pour cette thèse, nous voulons étudier notamment les modèles d'analyse d'images à la base de réseaux de neurones qui sont entraînés et utilisés en particulier sur des visages.
Et dans le cadre de notre travail, on a un dataset qui était fourni par L'Oréal et un modèle voit donc un visage comme point d'entrée et il a donc un accès à toute l'information sensible, comme par exemple l'âge, le gender, ou l'origine ethnique ou bien la morphologie d'une personne. Et par conséquent, il est possible que ce modèle peut utiliser ces variables sensibles pour calculer sa prédiction et il existe donc un fort risque de discrimination. Pour mieux comprendre le problème qu'on a, il convient de noter que dans la littérature, aujourd'hui, il existe plus de 21 définitions du biais ou du fairness. Donc, elle varie en fonction de notre compréhension personnelle de ce qu'on pense, ce que c'est le fairness. Et un autre fait assez frappant, c'est que de nombreuses définitions du fairness ne sont pas compatibles entre eux. Et du coup, ce qui nous oblige à prioriser quelle est la notion du fairness qu'on voudrait avoir dans notre cas particulier. Et tout cela étant dit, nos objectifs de recherche sont divisés en 3 étapes principales. On voudrait d'abord comprendre comment mesurer le biais ou le fairness d'un modèle de vision par ordinateur. Et dans notre cas, la source potentielle du biais, ce sont l'âge et la couleur de peau. Mais dans la littérature, le biais est généralement une variable discrète, voire binaire, tandis que dans notre cas, c'est une variable continue. Donc, on doit trouver un moyen d'adapter les définitions au cas continu. En seconde étape, ce sera de trouver un moyen de correction du biais d'un modèle lors de l'apprentissage. Et encore une fois, les références littéraires donnent des solutions, mais pour le cas binaire, comme par exemple quand on compare les distributions de sortie d'un modèle pour les 2 groupes. Et comme distance, on pourrait utiliser par exemple la fameuse métrique de Wasserstein. Et la dernière étape sera le développement des modèles d'analyse d'image génériques et sans biais. Et 2 exemples typiques qu'on voudrait considérer sont le modèle de détection des landmarks en 2D ou bien en 3D, ou un modèle 3DMM, 3D Morphable Model. Et pourquoi ces modèles? Alors, ces modèles sont particulièrement sensibles au biais parce qu'ils sont souvent construits sur les datasets déséquilibrés, par exemple en fonction de l'origine ethnique. Voilà, donc si mon sujet vous intéresse, je vous invite à regarder mon poster et on pourrait échanger plus sur le sujet du biais. Bonsoir tout le monde. Donc, moi, c'est Mohamed. Donc, je suis ingénieur de formation et aujourd'hui, je suis doctorant dans le Centre de recherche d'artefacts et dans le laboratoire SAM de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc, comme je viens de vous dire, je suis ingénieur de base et pendant plus de 2 ans, j'ai travaillé pour un éditeur de logiciels qui travaillait sur une solution de pricing. Et dans la grande distribution, en général, quand on fait varier des prix, on s'attend que la demande, les ventes changent. Et le rêve de beaucoup de pricers et de catégorie managers est d'avoir une quantification fiable de cette variation, en espérant maîtriser ou simuler l'impact de notre pricing sur nos ventes et optimiser des KPI de type marge, chiffre d'affaires et au final automatiser le pricing. Donc aujourd'hui, grâce à cette thèse, on va attaquer cette problématique. Donc, en 2 phases. Une première phase, on va essayer de trouver des modèles de prédiction de vente qui vont s'appuyer bien sûr sur l'historique des ventes de différentes variables exogènes, mais qui vont surtout prendre en compte l'impact du prix. Donc, un peu modéliser l'élasticité directe des prix sur la demande. Mais aussi, on veut des modèles multivariés. On veut modéliser des phénomènes de cannibalisation, des effets halo, des interactions entre les produits. Donc, une fois on a un modèle assez stable, on va dire, qui donne des assez bons résultats, on va fixer les hyperparamètres de ce modèle
on va oublier la partie forecast, accuracy, et on va traiter le problème autrement. On va utiliser ce modèle plutôt pour trouver les prix et les promotions optimales en optimisant des fonctions d'objectifs de type marge, chiffre d'affaires qui répond aux objectifs stratégiques des entreprises. Donc aujourd'hui, si on s'attaque à ces problématiques, c'est grâce au jeu de données partagé par Decathlon avec le centre de recherche d'artefacts, c'est ce qui va nous permettre de travailler sur des vraies données et d'affronter la réalité et ne pas rester juste à faire des maths. Mais on va quand même faire des maths, donc on a d'autres axes de recherche, on va dire un peu plus théoriques. Donc avec mes encadrants ici présents, Joseph et Jean-Marc, on s'intéresse à ce qu'on appelle les inégalités oracles. Donc pour résumer vite fait, étant donné un problème de prédiction de vente en particulier, mais en prédiction de séries temporelles en général, ce qu'on veut, c'est, si on en dispose de plusieurs modèles, c'est d'avoir des garanties théoriques sur notre sélection de modèles. Donc, si vous êtes curieux et que vous voulez en parler un peu tout à l'heure, venez nous voir à côté de mon poster juste ici, avec mes deux encadrants, et on sera très ravis à répondre à vos questions. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Walid, doctorant à l'ESCP. Actuellement, je suis en formation doctorale et je suis ravi de vous présenter mon sujet. Alors, face au dépassement des limites planétaires, des défis environnementaux et sociaux également, les entreprises font face à une urgence. Il ne s'agit plus uniquement donc, de reconnaître l'impact et les impacts environnementaux et sociaux, mais surtout de les mesurer et surtout de prendre des mesures concrètes sur la base de ces mesures. Toutefois, la multidimensionnalité et la diversité des impacts émanant des entreprises rend la mesure difficile. Et malgré les avancées qu'on a pu réaliser en matière de reporting, il y a toujours un écart entre la compréhension des indicateurs et la mise en place ou l'application réelle de ces indicateurs. Et bien que de nombreuses entreprises donc, mesurent leur impact sur la durabilité, il y a toujours... Alors, bien que donc, de nombreuses entreprises mesurent la durabilité, il y a un manque de standardisation. Le manque donc, de standards, d'indicateurs uniformes rend la comparabilité aussi difficile. Et c'est là où l'IA, d'ailleurs, peut jouer un rôle justement assurant la standardisation des indicateurs. Et c'est ici justement où ma recherche elle intervient. Donc, en mobilisant une approche basée sur la donnée, mon objectif, c'est d'élaborer un cadre de mesure permettant de mesurer et d'évaluer la durabilité de manière précise et dans sa multidimensionnalité. Et donc, nous mobiliserons donc, des méthodes qualitatives telles que très rigoureuses, donc telles que des interviews, des expérimentations, mais aussi qui seront complétées par des méthodes quantitatives également, qui nous permettront justement d'élaborer des mesures qui sont fiables. Et je m'intéresse particulièrement aux entreprises comme nos clients chez Artefact qui s'intéressent à la durabilité et qui œuvrent également pour un avenir plus durable. Donc vous voyez que notre objectif justement il dépasse, il va au-delà de garantir donc la transparence, il va au-delà de garantir donc un reporting plus efficient. Notre objectif justement, c'est que nous puissions œuvrer tous ensemble justement pour un impact global en régissant à la fois les entreprises, mais aussi la société et surtout l'environnement. Et donc, si mon sujet vous intéresse, j'en suis certain, venez me rejoindre à côté de mon poster pour en apprendre plus. Merci. Bonsoir à tous. Alors, moi, je m'appelle Hippolyte Gisro-Bouclef. Je suis arrivé chez Artefact il y a un peu plus de 2 mois maintenant, en tant que doctorant. Et donc, je suis aussi doctorant au mix de Centrale Supélec, qui est une école membre de l'Université Paris-Saclay, encadrée, comme vous le voyez, par Pierre Colombo et Céline Hulot, ici présents. Alors moi, je commencerai par un constat assez simple. Tout d'abord, je vais vous expliquer. Moi, mon sujet de thèse, il porte sur les modèles de langage de grande envergure appliqués à la thématique de l'information retrieval. Bon, ça peut paraître un peu jargonneux comme ça,
Mais je commencerai avec un constat assez simple, qui est qu'aujourd'hui, les modèles de langage génératif, ils occupent une part de plus en plus importante dans notre vie. On connaît tous un cas d'usage extrêmement précis qui est ChatGPT, qu'on utilise presque tous les jours pour certains. Mais le problème avec de tels modèles, c'est qu'on sait que leurs performances, elles sont en grande partie liées au fait qu'ils ont été entraînés sur des quantités de données faramineuses pendant des heures et des heures et des heures. Et ça va poser deux problèmes principaux, l'un d'ordre purement pratique. En effet, on voit que ces modèles généralistes état de l'art, ils ont souvent du mal à performer sur des tâches un peu plus spécifiques. Deuxièmement, question d'ordre un peu plus philosophique cette fois, qu'est-ce que ça veut dire concrètement qu'une réponse, quand on regarde la réponse d'un modèle génératif, en fait c'est une réponse qui sort de ces poids qui ont été entraînés lors d'une phase d'entraînement extrêmement lourde, extrêmement longue, où il aura rencontré des données diverses et variées. Et ça, en matière de traçabilité, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une méthode qui existe, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la Retrieval Augmented Generation, aussi connue sous le nom de RAG, qui consiste grosso modo à envoyer un corpus de documents à notre modèle et lui demander de faire une génération, de répondre en fonction des documents qu'on lui a donnés. Ça a un intérêt majeur, ça permet de contrôler le modèle de langage d'une certaine manière, en sachant les informations auxquelles il a accès. Et ça peut se faire à moindre frais calculatoires, tout simplement parce qu'on utilise des modèles déjà entraînés souvent. Deuxièmement, un intérêt majeur pour les entreprises, c'est qu'une telle approche, ça peut permettre de préserver la propriété intellectuelle. On peut avoir notre modèle de langage en local, utiliser nos documents en local, sans rien divulguer sur Internet ou que sais-je. Et troisièmement, mais alors c'est pas tous les intérêts du RAG que je suis en train d'énumérer là, mais un troisième qui me paraît intéressant de souligner, c'est que quand on a des quand on a des contextes extrêmement larges, on peut utiliser le RAG en splittant ce contexte en différents documents. Donc ça nous permet un peu de contourner le problème de la fenêtre contextuelle dans le cas des modèles de langage. Moi, dans le cadre de ma thèse, je vais me focaliser sur 3 points principaux, 3 axes majeurs, tous analysés à travers le prisme du RAG. Le premier étant la détection et la mitigation des hallucinations. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec la notion d'hallucination, grosso modo, c'est lorsqu'un modèle de langage va dire quelque chose de factuellement faux. Et ça, dans le cadre du RAG, il y a moins d'études que sur les autres tâches génératives bien connues, telles que la réponse générative aux questions, le résumé abstrait, etc. C'est intéressant, et c'est aussi intéressant parce que en matière de fiabilité, c'est un enjeu crucial pour les entreprises. On ne veut pas que notre modèle hallucine, voilà, concrètement. Deuxième axe de travail, l'élargissement de la fenêtre contextuelle. Ce qu'on a observé ces dernières années, c'est qu'avec les améliorations qu'on a en puissance de calcul, les modèles de langage sont devenus toujours plus gros, avec des fenêtres de contexte toujours plus grosses. Mais ce qu'on a observé aussi, c'est que de manière effective, quand on regarde les mots qui sont utilisés au sein de ces contextes, les modèles peinent encore à les utiliser tous de manière efficace. Ça, pareil, dans le cadre du RAG, ça pose un problème, parce que nous, on veut que le modèle soit capable de regarder tous les documents de manière équivalente pour pouvoir faire une réponse qui soit synthétique, précise et qui prenne en considération tout ce qu'on lui donne comme information. Et troisièmement, troisième axe de travail, l'alignement avec les préférences humaines qu'on ne peut pas oublier, puisque évidemment dès qu'on parle de modèles de langage génératif, on veut bien sûr s'assurer que ces modèles s'alignent avec les préférences de l'utilisateur. Voilà. On veut avoir des possibilités d'évaluer les modèles selon ce que l'utilisateur souhaite. Et ça, dans le cadre du RAG, on a énormément de perspectives intéressantes, puisqu'on a accès aux documents, donc on peut créer plus facilement peut-être des stratégies d'évaluation pour ces tâches précises. Voilà, donc c'est tout pour moi. Si vous avez été intéressé par mon sujet, je vous invite, comme tous les autres, à venir me voir autour de mon poster dans la session dédiée. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et à très vite peut-être.